Je m'appelle Donna Luisa, et à cette date, j'ai choisi d'ouvrir mon cœur pour dire quelque chose que j'ai caché pour de nombreuses stations. Ce souvenir, une fois suffoqué, a façonné qui je suis devenue et m'a appris, de la manière la plus aride et la plus douloureuse, que tout amour n'est pas ce que nous pensons. Avant de commencer, je demande à chacun de s'abonner à cette chaîne et de laisser votre semblable, car il n'est pas simple d'exposer publiquement ce chapitre de ma vie. Ils seront tous très heureux si vous commentez également ou vous suivez le récit. Je vais lire et répondre aux commentaires, je le promets. Si vous m'avez vu dans mon temps de jeunesse, je trouverais une fille pleine d'aspiration, avec l'éclat dans ses yeux et un cœur large au monde. J'ai cultivé la croyance en des romans idylliques, comme ceux qui lisent les pages de livres, se retrouvent dans le cinéma ou écoutent les chansons qui touchent les vagues de la radio. J'ai rêvé d'un amour accueillant, d'un mariage tranquille, d'une expérience sereine avec quelqu'un qui me voulait bien dans toutes les circonstances. Alors Paul est venu. Il a croisé mon existence comme une brise chaude, comme quelque chose qui fascine. Paul n'était pas une figure. Il avait une façon frappante de parler et a agi comme s'il pouvait jouer le point exact du cœur d'une femme. Je me souviens parfaitement du jour où nous avons traversé les sentiers, comme si c'était hier. Ce fut un fort après-midi ensoleillé sur une place locale. J'étais assis sur un banc, distrait avec une romance que j'ai lue jusqu'à ce que je remarque que quelqu'un s'approchait. « Excusez-moi, fille. J'espère que je ne me gêne pas, mais j'ai traversé ici 3 fois, essayant de trouver le courage de vous dire un salut à vous. » J'ai levé les yeux et j'ai vu un grand garçon, avec un sourire asymétrique, un mélange de ruse et de gentillesse dans ses yeux. Mes doigts se sont figés lors de la fermeture du livre. « Oh, non, ce n'est pas dérangeant, » dis-je. Il a souri de cette façon qui m'a marqué pour toujours. J'avoue que je me demande si c'est plus charmant de te regarder lire ou de te voir me regarder comme ça. J'ai laissé échapper un peu, mais un rire authentique. Personne ne m'avait jamais parlé directement. Je ne me suis pas non plus regardée de cette manière presque hypnotique. Le chat s'est étendu juste là, et quand j'ai réalisé, le soleil était déjà accroché à l'horizon, et nous avions parlé pendant des heures sans remarquer. Il y avait quelque chose de magnétique dans la façon dont il entendait et parlait. Les jours se sont déroulés, et Paul a tenu à me rencontrer chaque fois qu'il le pouvait. Il connaissait mon lieu de travail, découvrait les coins où j'aimais marcher, et comme qui ne veut rien, est apparu aux bons endroits, à des moments exacts, apportant toujours ce sourire qui a accéléré mes battements. « Tu es la plus belle femme que j'ai jamais vue, Luisa, » disait-il. « Un jour je vais t'épouser. » J'ai ri, doutant de cette audace, mais en moi, la graine de cette idée germinait. Paul était confiant, déterminé, avait une énergie différente qui m'a impliquée et m'a fait me sentir bien accueillie, en sécurité. Les mois passaient et notre amour a prospéré. Je me suis complètement rendue, sans aucun doute. Quand il m'a invitée à ce jour, j'ai accepté immédiatement. Et quand il a demandé ma main dans le mariage, je ne pouvais pas hésiter. Notre mariage était sans aucun doute le jour le plus heureux de ma vie jusque-là. L'église était bondée, tous les yeux déposés en nous. Ma mère, ravie, a continué à pleurer, et ses amis soupirant pour l'homme charmant qui a dit qu'elle m'aimait comme personne d'autre. Je me souviens de lui sur l'autel, déclarant « Je promets de t'aimer, de prendre soin de toi et de te protéger. » J'ai cru. Et non seulement je croyais, mais chaque syllabe de ses promesses a vécu. Au cours des premiers mois, la coexistence avec Paolo semblait un conte de fées authentique. Il m'a choyé tout le temps, attentif à chaque détail, effectuant des caprices juste pour me voir heureux. Un moment inoubliable a été le voyage que nous avons fait à la plage. Nous avons marché avec les mains avec le sable, et il m'a dit « Je ne laisserai jamais ta main partir, Luisa. Je suis l'homme le plus heureux de l'univers pour vous avoir. » Et moi, radiant, ressentais la personne la plus chanceuse qui ait jamais habité ce monde. Cependant, au fil du temps, j'ai réalisé des changements subtils dans son comportement. Au début, c'était de minuscules signes. Un regard bizarre à mon arrivée un peu plus tard, des interrogatoires de qui j'avais parlé. « Tu es un peu bizarre, tu es sûr que tu ne caches rien ?» Parfois, j'ai ri en pensant à la jalousie. « Arrête d'être idiot, Paolo. » Bien sûr, mais il n'a pas ri en riant. J'ai assumé un visage sérieux et intense, comme s'il essayait de voir mon âme derrière mes yeux. Puis vint des heures silencieuses, quand il n'a pas parlé, et en remettant en question ce qui s'est passé, la réponse était glacée. Rien. Mais ce n'était rien. Quelque chose qu'il y avait de la plomberie. La première indication majeure a eu lieu lors d'une fraternisation familiale. J'ai attrapé avec un cousin éloigné,
que je n'avais pas vu depuis longtemps, quand Paul s'est approché et m'a tenu par le bras en disant « Allons-y », déjà donné ce qu'il devait donner. Le ton de la voix qu'il a utilisé semblait si dur que je ressentais un froid. Ce soir-là, il m'a analysé d'une manière qu'il n'avait jamais fait. Pensez-vous que je suis un idiot ? J'ai vu comment je l'ai regardé. Je l'ai trouvé dans beaucoup de « Mon Dieu, c'est mon cousin Paul ». Il rit, mais avec le sarcasme, un rire sec amer qui me faisait perturber. Dès lors, j'ai ressenti une nouvelle peur, mais j'ai décidé de ne pas donner autant d'importance, me trompant. C'est juste une jalousie idiote. Il m'aime trop. Et moi, au lieu d'entendre mon instinct, je suis juste ignorée. Au cours des mois, avant que les situations banales ne deviennent courantes, les questions envahissantes, le silence torturant, les fans de méfiance, mais je ne savais de douleur que j'ai jamais vécue. Malheureusement, quand je l'ai réalisé, il était trop tard. Le temps agit silencieusement. Paul était d'abord le compagnon rêvé, affectueux, drôle, romantique. Je me suis traitée comme un cristal rare. C'est pourquoi je n'ai pas immédiatement réalisé les défaillances de comportement qui se manifestent progressivement. Nos jours étaient intenses. Quand Paul était de bonne humeur, le monde illuminait. Mais si quelque chose le dérangeait, l'atmosphère de la maison s'est remplie d'une tension presque palpable. Il n'a pas crié ou cassé des choses au début, mais sa façon de silencieuse et de me regarder en insécurité, des critiques subtiles ont commencé à émerger. Vous n'avez pas à marcher autant. Restez plus à la maison avec moi. Cet ami de la vôtre, je ne l'aime pas. Je pense que cela vous influence négativement. Pourquoi s'entraîner ? Je résolve tout. Cela sonnait au début, comme des soins exagérés. J'ai pensé, waouh, comment il se soucie de moi. Ce que je ne savais pas, c'était le contrôle qu'il a exercé sournoisement. Mes cercles d'amitié ont disparu. Les gens ne sont plus apparus à la maison. Mes sorties étaient rares. Ma vie en orbite autour de lui, et seulement lui. Je n'avais pas compris que ces attitudes étaient des traces de manipulation. Et cette manipulation a gagné plus de proportions. La première fois que je frissonnais vraiment de peur, c'était quelque chose de simple. J'avais laissé le riz brûler sur le poêle. Paul est entré dans la maison, fatigué du travail, sentait et senta son visage, s'est opposé. « Tu ne peux même pas cuisiner, non ?» La colère dans ses yeux m'a fait sentir mon cœur palpitant dans ma gorge. « Désolé, j'adore. » Je l'ai eu, essayant de contourner l'ambiance. Il se tait et était silencieux depuis longtemps. Moi, faisant semblant de normal, je lavais la vaisselle. Toute la maison semblait suspendue dans un vide alors que j'entendais lisser tes tacs de l'horloge. Cette nuit-là, je ne pouvais pas dormir à côté de lui de la même manière qu'auparavant. J'ai été retournée, rétrécie, ne comprenant pas pourquoi un riz brûlé m'a fait tellement peur. Le problème est que ces dérisions n'ont pas été résolues. Ils ont été répétés et en grandissant. Sa froideur, les questions qui ressemblaient à des demandes. J'ai créé l'habitude de mesurer tout mot, peur de vous réveiller une mauvaise façon. J'ai commencé à éviter les risques, en s'excusant même pour ce que je n'étais pas à ma portée. Jusqu'à la première fois, Paul a dépassé une limite que je ne savais pas qu'un jour serait traversée. La journée ressemblait à tout le monde. Il est arrivé fermé avec un air fatigué. J'ai essayé de me montrer utile. « Comment êtes-vous au travail ?» Il m'a regardé avec une dureté sans précédent. « Arrête de parler tellement de conneries. » Ça faisait mal comme une gifle invisible. Désolé, Il ne m'a même pas laissé finir. Il a frappé la table sans trop de force, mais assez pour trembler le verre qui était là. J'ai dit que je ne voulais pas en parler. À ce moment-là, j'ai réalisé que je ne pouvais plus être moi-même près de lui. La personne qui m'a fait déborder d'affection m'a maintenant donné des frissons. Après cet épisode, les phases de la trêve sont devenues de plus en plus courtes et le sentiment de peur augmentant. Ce qui m'a le plus affligée, c'est de remarquer ma propre transformation. J'étais quelqu'un qui vivait de la police, marchant sur des éclats de verre. Et le pire, c'est que ce n'était pas seulement celui qui s'est rendu compte. Mes enfants, encore petits, ont commencé à ressentir les vibrations lourdes dans cette maison. L'enfant n'a pas besoin de mots pour comprendre que quelque chose ne va pas bien. Il se présente dans l'air, l'expression des parents, dans l'ambiance. En silence, mes enfants ont assimilé que cet environnement n'était pas accueillant comme il se doit. Ils ont appris à jouer en silence, pas à déranger. Le plus âgé, une fois, s'est rapproché de moi. « Maman, pourquoi papa est-elle à nouveau en colère ?» J'ai senti mon cœur se dessécher. Il parlait doucement, comme s'il ne pouvait même pas interroger à haute voix. « Calmez-vous, mon amour, ça va. » Mais au fond, je savais que je ne l'étais pas. La situation ne faisait qu'aggraver de plus en plus. Nous avons atteint un point où une situation minimale est devenue une source de stress. Un après-midi,
Paul est arrivé du service avec son visage chargé, le froncement du front. J'ai imaginé que j'avais une journée difficile, donc j'ai pris soin de cuisiner attentivement, essayant de rendre tout parfait pour ne pas générer de gêne. Mon plus jeune fils a couru dans la pièce, tenant un verre de jus. Dans un trébuchement idiot, le verre est allé au sol et s'est brisé. Ce bruit a rempli la maison. J'ai gelé. Je savais ce qui allait arriver. Paul a soulevé si vite de la chaise que lorsque je me suis donnée, il criait déjà « Combien de fois vous ai-je dit de faire attention ?» La voix résonnait comme un crash. Le petit grinçait, terrifié. Mon autre fils le tirait déjà par la main, essayant de le protéger. J'ai couru pour intervenir. « Paolo, ce n'était qu'un accident. » Il m'a regardé comme si je n'existais pas. Ces enfants ne m'écoutent pas. Ils le font exprès. Il a pris la chaise et l'a poussée, laissant la maison en pas régulièrement, frappant la porte si soudainement que je pensais que le verre éclaterait. Il m'a été laissé pour embrasser les enfants qui pleuraient, rassemblant les éclats du sol. Et là, à genoux, j'ai réalisé que je n'étais pas le seul à souffrir. Je laissais mes enfants grandir dans une atmosphère terroriste constante. La même nuit, je les ai endormis et je me suis demandé l'avenir. Et s'ils grandissaient en reproduisant ce modèle de violence ? Et s'ils venaient à penser que crier, intimider et imposant la peur était normal ? Je ne pouvais pas supporter l'idée. J'avais besoin de faire quelque chose, mais en même temps je ne me sentais pas assez fort. Cependant, la vie présente toujours un tournant. Le mien est arrivé par n'importe quel après-midi, aussi courant que tant d'autres. Paul est revenu dans son mode introspectif, alors j'ai fait tout ce qui essaie de marcher droit. Préparation du dîner, bain pour enfants, rangement dans la maison. Mais à un moment donné, j'ai regardé dans le miroir et je ne me reconnaissais plus. J'ai pensé, combien de temps pourrais-je y soumettre ? C'est cette nuit-là que la décision est née en moi, bien que timide. Je partirai pour de bon. La question était, comment faire cela sans que Paul s'en remarque ? Il contrôlait tout. Je devrais être prudent. J'ai commencé à planifier en secret. J'ai commencé à collecter des fonds dans un petit moment. Certaines pièces cachées ont changé à l'arrière d'un tiroir à chaussettes, certains à l'intérieur d'un livre de romance qu'il n'ouvrirait jamais. Je savais que cela pouvait à peine commencer toute une vie, mais il faudrait être suffisant pour que je le risque. J'ai dû penser à toutes les étapes, depuis qu'il est allé travailler, au bon moment pour attraper les enfants sans alarmer personne. J'ai même inventé l'histoire qu'un cousin éloigné avait besoin d'aide. J'ai commenté avec désinvolture « Je pense que je vais passer son appartement après le déjeuner. Elle est malade. » Paul secoua la tête, absorbé dans son monde. J'ai répété le mensonge un autre jour et un autre, afin qu'il s'habitue à l'idée. Donc, un vendredi soir, j'ai dit « Demain j'y retourne, mais je reviendrai rapidement. » Il a retourné le journal, n'a même pas pris la peine de me faire face. « Faites ce que vous voulez. » Mon cœur froissé. Il y avait la brèche dont j'avais besoin. Je me suis couchée comme une journée ordinaire, mais je savais que ce serait la dernière nuit que je passerais dans cette maison. Quand tout a fait taire, j'ai obtenu des effets essentiels dans un petit sac, et je l'ai caché là où il ne la verrait pas. Je n'ai pas prêché l'œil. Bien qu'épuisée, chaque seconde semblait une éternité. Lorsque l'horloge a approché 6 heures du matin, je me suis levée lentement. Il dormait lourd, sans soupçonner. J'ai pris une profonde inspiration et je me suis dirigée vers la chambre des enfants. « Réveillez-vous, M, nous devons partir. » Ils se grattèrent les yeux, somnolents. « Où, maman ?» demanda l'aîné. J'ai avalé le nœud qui monta à la gorge et tenais leurs petites mains, dans un endroit où vous n'aurez jamais besoin d'avoir peur. Ils ne comprenaient pas immédiatement, mais me faisaient confiance. Nous avons fait des pas prudents vers la porte d'entrée. À chaque bruit, mon cœur semblait exploser. J'ai tourné la serrure, ouvert la porte, et l'air frais de la matinée m'a enveloppée. Cette clarté semblait signaler une nouvelle chance. Je n'ai pas osé regarder en arrière. Le soleil est né, soufflant sur moi un sentiment de liberté presque oublié. J'ai tenu les petites mains de mes enfants, et j'ai marché, un pas après l'autre, avec l'esprit divisé entre la peur d'être découverte et le soulagement de finalement partir. Je ne savais même pas pourquoi, mais n'importe où serait mieux que cet enfer. Nous nous sommes arrêtés à un arrêt de bus. Mes pensées courent par l'adrénaline. Je n'avais pas de famille autour, parce que Paul m'avait éloigné de tout le monde. J'ai pensé à demander l'aide des étrangers, mais comment faire confiance ? Comment expliquer mon histoire ? Je me suis donc souvenue de Donna Sonia, une vieille voisine de mon enfance, avant que Paul et moi déménagions. Elle a toujours dit « Si un jour vous en avez besoin, cherchez-moi ». C'était ma seule issue. J'ai donc utilisé les pièces que j'avais rassemblées pour acheter nos billets. Nous nous sommes assis sur le siège du bus, alors qu'il secouait les rues. Chaque fois que nous nous arrêtons dans un feu de circulation, je me figurais, peur de Paul apparaissait à tout moment. Mais, heureusement,
Nous sommes arrivés indemnes chez Donna Sonia. J'ai touché la cloche, et quand elle a répondu, elle m'a regardé pendant quelques secondes sans rien dire. Puis il ouvrit les bras, et je suis tombée sur son épaule. J'ai tellement pleuré que je sentais mes jambes s'affaiblir. C'était comme si toute la peur avait répondu pendant des années. Elle m'a embrassée ferme et a dit « Entrez, ma fille. Vous êtes sauvée maintenant. » Mes enfants, effrayés, étaient derrière moi, ne comprenant pas le soulagement que je ressentais. Nous sommes entrés, elle nous a offert de l'eau, du thé chaud, et eux, épuisés, ont fini par dormir sur le canapé. Cela m'a brisé le cœur et m'a rempli de sérénité. Ils étaient là, dormis tranquillement, sans craindre d'entendre la porte ou les marches lourdes de Paul dans le couloir. Mais bien sûr, au fond, je savais que Paul n'accepterait pas mon évasion passivement. Il découvrirait, à un moment ou à un autre, que je suis partie, et je ne savais pas ce qu'il pouvait faire. Ce qui est pire, c'est qu'il n'a pas fallu longtemps au téléphone de la maison de Donna Sonia pour sonner. C'était l'aube, et j'ai senti mon sang glacial. Elle a répondu, et sans dire mon nom, a essayé de se déguiser. Puis il a raccroché et est venu vers moi, le visage inquiet. « Louisa, c'était lui. » Ma voix a tremblé. « Qu'a-t-il dit ?» Elle soupira. « Que vous regretterez, et que tu ferais mieux de revenir. » J'ai fermé les yeux, pris par des vagues de détresse. Retourné, après avoir finalement ressenti le goût de la liberté, mes pensées ont crié « Non, je ne peux pas. Assez de vivre sous la menace. » Mais la panique a refait surface. Donna Sonia m'a tenue par les épaules. « Ferme. Vous ne retournerez pas à cet endroit. Trouvez une autre issue. » Écouter cela m'a apporté un éclair d'espoir. Devant moi, il y avait un carrefour. Céder au chantage de Paul, ou se battre pour moi et mes enfants. D'ici là, je n'avais plus aucun doute. Si je revenais, ce serait la fin de toute chance de redémarrer. Donna Sonia a appelé un ami qui travaillait dans une maison de soutien à domicile à risque, a expliqué une partie de ma situation. « C'est votre chance d'être caché pendant un certain temps », m'a-t-elle dit. Le cœur a battu fort. Même sans savoir ce qui nous attendait, je n'ai pas hésité. Nous avions besoin d'un refuge. Donc, cette nuit-là, j'ai rassemblé nos quelque chose et j'ai quitté la maison de Donna Sonia, la serrant dans ses bras et promettant de rester en contact. Elle m'a regardé dans les yeux. « Allez avec Dieu. Vous avez fait le bon choix. » L'aube avait l'air longue. Avec chaque voiture qui approche, j'ai subi un début, me demandant si c'était Paul. J'ai même vu un véhicule noir qui m'a fait transpirer froid, mais heureusement, ce n'était pas lui. Nous sommes allés à l'adresse que l'ami de Donna Sonia nous a fournie. La maison basse avait des fenêtres vives. J'ai touché la cloche à la légère, comme s'il devait encore être entendu par quelqu'un de dangereux. Qui m'a répondu était une femme d'expression tendre, mais avec des yeux qui ont montré une expérience dans une douleur profonde accueillante. « Êtes-vous Louisa ? Oui, vous pouvez entrer. Vous et vos enfants êtes sauvés ici. » Alors que je franchissais cette porte, j'ai pris une profonde inspiration. À l'intérieur, j'ai senti l'odeur du café et du pain chaud. Un groupe de femmes parlait bas, d'autres étaient assis avec un regard perdu, portant peut-être des drames aussi sérieux que les miens. La fille a indiqué une pièce simple avec un lit et un placard. J'ai étendu une couverture de fortune aux garçons. Ils se sont endormis presque immédiatement, épuisés, et je me suis assis par terre, penchant contre le mur, ne sachant pas réagir. Donc, pour la première fois depuis longtemps, je me suis fanée en pleurant, mais ce n'était pas un cri d'effroi, c'était un cri de soulagement, de douleur extravasée, de libération. J'ai grincé, étreignant mes genoux, pensant à tout ce qu'il avait laissé derrière, tout en ressentant une bouffée d'espoir. Malgré la peur de ce qui allait se passer, j'étais là, en bonne santé et sauvée, et cela valait beaucoup. Le lendemain matin, les rayons du soleil ont traversé la fissure de la fenêtre. Je me suis réveillée confus, en regardant l'environnement inconnu, mais je me suis vite souvenu. J'étais dans un abri, loin de la portée immédiate de Paul. Je me suis levée. J'ai vérifié les enfants, qui dormaient toujours profondément. Dans le salon, certaines femmes m'ont souri, certaines timidement, certaines d'une manière accueillante. Quelqu'un m'a offert du café frais et du pain. Je me suis assis, essayant d'être moins tendu, bien que mon corps ait dénoncé la fatigue émotionnelle. « Comment vous sentez-vous » demanda le coordinateur de l'endroit. « Strange. Différent » c'était la réponse que j'ai trouvée. Elle hocha la tête, comme qui comprend bien plus qu'elle ne dit. « Cela prendra du temps, mais vous récupérerez. » Je voulais le croire, mais l'appréhension m'a toujours consommée. Et si Paul découvrait où j'étais ? Et s'il utilisait des astuces pour me forcer à revenir ? Quelques heures plus tard, cette agitation a été confirmée.
Le coordinateur m'a appelé à une conversation sérieuse. « Louisa, nous avons reçu les informations selon lesquelles son mari était dans un poste de police et vous a accusé d'avoir emmené les enfants contre son testament. J'ai senti mon corps geler, mais ce sont mes enfants, je sais. Il prétend enlèvement, que vous avez disparu avec eux. C'est une pratique courante dans ces cas de contrôle et de manipulation. Ma voix a échoué. Que dois-je faire maintenant ? Elle a répondu avec la sérénité de ceux qui ont regardé de nombreuses histoires comme ceci. Nous vous aiderons, rassurez-vous. C'est à ce moment que j'ai ressenti le sentiment d'avoir quelqu'un en ma faveur. Ce n'était plus seul. Cette équipe m'a conseillé de procéder légalement, à parler de mesures de protection, de documentation et de tout ce qui pourrait me protéger. Malgré cela, la peur palpitait toujours au bas de ma tête. Une nuit, j'ai endormi mes enfants dans la petite pièce. Le plus âgé m'a regardé et m'a demandé quelque chose qui m'a démantelé. « Maman, allons-nous être en paix maintenant ?» J'ai avalé fort, lui a caressé les cheveux et marmonna. Il va oui, il ferma les yeux et dormait. Je me suis assis là, en regardant ses visages innocents. Enfin, ils ne tremblaient plus chaque fois qu'ils ont entendu des marches dans le couloir ou le bruit des portes. Et cela m'a brisé au milieu de la gratitude et de la tristesse en même temps, parce qu'ils étaient exempts de terreur, mais aussi parce qu'ils réalisent combien de temps de leur vie a été retiré de la peur. Il est nécessaire de clarifier. Être dans un abri ne signifie pas que la nuit, la peur s'évapore. Mon esprit était plein de fantômes. J'ai fait des cauchemars avec Polo apparaissant à tout moment, me cherchant dans les rues, frappant à la porte, criant des menaces. La différence est que maintenant je n'étais pas seule, et cela a fait toute la différence. Au cours des jours, j'ai entendu les histoires d'autres femmes. J'ai réalisé que cette douleur que j'imaginais était unique, était en réalité partagée. Beaucoup ont subi les mêmes tactiques de manipulation et de violence que leurs compagnons. Chaque conte m'a fait du mal, mais je me suis également donné la force de ne pas céder au chantage de Paul. J'ai donc pris la décision la plus difficile. J'ai cherché l'aide juridique du refuge et j'ai officiellement déclaré tout ce que je vivais. Je suis allée au poste de police avec mon cœur battant comme un tambour. Je me suis assis devant un commis et j'ai raconté chaque événement, chaque abus, toutes les circonstances dans lesquelles j'ai été contraint par le regard ou les paroles de Paul. J'ai mis des mots le cauchemar que je m'accompagne pendant des années. Quand j'ai fini, elle m'a regardée et m'a dit « Vous avez fait la bonne chose ». Je suis partie avec une mesure de protection en main et un mélange de soulagement et d'incertitude dans la poitrine. Est-ce suffisant pour empêcher Paul de me hanter ? Je ne savais pas, mais c'était un début. Je crois que ce jour-là, j'ai pris la première étape concrète pour reprendre les rênes de ma propre existence. Quand je suis retournée au refuge, je me sentais plus léger. Les autres femmes l'ont remarqué, et certains m'ont serré en silence comme si elles disaient « Nous sommes unis ». Mes enfants semblaient réaliser que j'étais différent. Ils ne m'ont plus vue avec l'expression toujours alerte. Bien sûr, ce n'est pas comme si soudain mes problèmes manquaient. La reconstruction de la vie ne faisait que commencer, et j'aurais de nombreux défis, en commençant par le fait que je n'ai pas de maison, pas de travail fixe ou suffisamment de ressources. Mais maintenant, j'avais quelque chose que Paul ne pouvait jamais me prendre complètement, la force d'aller de l'avant. Les jours sont devenus des semaines et ont lentement redécouvert qui j'étais. Un jour, parlant au coordinateur du refuge, elle m'a demandé « Louisa, avez-vous pensé à travailler à nouveau ?» La question m'a fait peur, car cela faisait longtemps que je n'avais pas eu de fonction formelle. Paul ne m'a pas permis de travailler. Il a dit que c'était ma responsabilité de rester à la maison. Pourtant, j'ai hoché la tête. Oui, j'ai pensé, mais je ne sais pas par où commencer. Elle m'a souri, encourageant. « Nous pouvons vous aider. Vous pouvez participer à un projet qui aide les femmes à trouver un poste. » Cela a ravivé l'espoir que je pensais être mort. J'ai rempli des formulaires. J'ai fait des interviews, jusqu'à ce qu'une invitation apparaisse dans une petite cafétéria, pour travailler comme commis. Au début, je frissonnais de peur. Et si Paul me trouve ? Et s'il apparaît là ? Mais je me suis accrochée à l'idée qu'il était nécessaire de retrouver mon indépendance. Avec le premier salaire, j'ai pu louer, avec l'aide du refuge, une pièce simple dans un village modeste. C'était petit, mais c'était mon espace. Sans imposition, pas d'yeux de surveillance, sans crainte d'ouvrir la porte. Mes enfants et moi avons dormi dans des matelas au début. Pourtant, c'était la meilleure sensation au monde de s'allonger sur l'oreiller et de savoir que personne ne viendrait nous intimider. Dans les mois qui ont réussi, j'achetais des meubles d'occasion, prenant soin de chaque détail, transformant cet endroit en une vraie maison. À chaque petite réalisation, comme peindre le mur avec une couleur joyeuse ou suspendre une image, je me sentais renaître, comme si vous me reconstruisez
Et pas seulement la maison. Au fil du temps, j'ai eu des contacts avec certaines personnes qui ont déménagé, soit par peur de Paul, soit pour les conflits qu'il avait incités. Peu à peu, je racontais mon histoire, et la plupart des gens étaient sympathiques. Bien sûr, il y a toujours ceux qui jugent, qui disent « Pourquoi cela a-t-il pris autant de temps ? Pourquoi n'avez-vous pas dénoncé avant ?» Mais seuls ceux qui vivent ce cycle comprennent à quel point il est difficile de voir les sorties lorsqu'ils sont étouffés. Je ne mentirai pas. J'avais encore des soirées cauchemardesques, me réveillant, jurant d'entendre la voix de Paolo m'appeler. Mais chaque fois que la peur menaçait de revenir, j'ai regardé autour de moi, j'ai vu mes enfants dormir en paix, et je me suis souvenu que maintenant, ce qui a été fait était irréversible. Il n'y a pas eu de retour dans cette prison. Des années se sont écoulées depuis le jour où je suis partie. Ce serait une illusion de dire que tout a été résolu facile. Partir de zéro, en particulier avec les jeunes enfants, est un travail de fourmi. Il y avait des jours où je me demandais « Puis-je payer les factures seule ? Est-ce que je donne une vie décente aux enfants ?» Et il y avait l'ombre de Paul, qui est parfois apparu en assignation, tente d'approcher, utilisant la loi à son avantage, essayant de manipuler la garde de l'enfant, revendiquant des mensonges. Mais je n'étais plus non préparée. J'avais le refuge me guidant. J'avais une documentation qui prouvait mon histoire, des amis fidèles qui ont tendu ma main et le filet de protection que j'ai gagné. Avec cela, j'ai continué. Chaque jour un pas plus ferme. Chacun conquiert une réponse à la peur. Un jour, mon fils aîné s'est approché de moi et a dit « Maman, aujourd'hui à l'école, ils ont parlé de notre maison. J'ai dit que nous vivons dans un endroit agréable, sans combat. J'ai réalisé, quand il a entendu dire que nous avions en effet laissé un terrible passé derrière. Il n'y avait plus de tension suffocante, plus de larmes contenues dans le papa de papa. À ce moment, j'ai ressenti un vrai bonheur que j'ai pleuré, mais c'était un cri de libération différent, propre et propre. Quelque temps plus tard, une opportunité semblait changer d'emploi, quelque chose de mieux payé. J'ai accepté le défi et, sans m'en rendre compte, je me détendais. J'ai suivi des cours, j'ai appris de nouvelles compétences, j'ai commencé à rêver de l'avenir. Donc, pendant le stockage de l'appartement, j'étais par hasard une vieille boîte de souvenirs. En elle, un cahier d'enfance où j'ai écrit « Quand je serai grand, je veux aider beaucoup de gens, car le monde a besoin de gens qui se soucient. » J'ai relu ces phrases presque enfantines, mais j'étais ravie. Soudain, tout le cycle de violence que j'ai vécu semblait me pousser vers cet objectif. J'ai cherché l'administration de l'abri que je suis restée et offert en tant que bénévole. Au départ, j'ai commencé à parler aux femmes qui sont arrivées, à écouter leurs drames, à tendre la main, à chercher des mots de réconfort que j'aurais aimé entendre quand j'arriva là-bas, pensant qu'il n'y avait aucun moyen. Avec chaque histoire que j'ai écoutée, je me suis vue un peu dans chacun d'eux. Et avec chaque voix, j'ai essayé de reconstruire. Rébus également une partie de moi. Au fil du temps, j'ai constaté que Paul avait été arrêté pour d'autres accusations de violence. Non seulement avec moi, mais contre une autre femme avec qui elle s'est impliquée après moi. Quand j'ai entendu les nouvelles, j'ai ressenti un mélange de pitié et en même temps de soulagement. Il n'avait pas changé. Il a continué à répéter le même schéma destructeur. Mais maintenant, certainement, je ne pouvais plus me joindre. Je ne me suis pas réjouie avec ça. Je ne me sens pas victorieux pour sa défaite, mais plutôt pour ma libération. Parce qu'en fin de compte, il n'était qu'un homme pris par la nécessité de contrôler et de subjuguer. J'étais moi, parce que je croyais en vos promesses. J'étais trop longtemps. Cependant, j'ai survécu. Aujourd'hui, si vous me voyez, vous verriez quelqu'un d'autre. Mes yeux gardent toujours des souvenirs d'un passé souffert, mais ils brillent également avec une nouvelle certitude, que personne ne peut prendre notre force intérieure si nous ne le permettons pas. Je ne suis plus Louisa qui rétrécit, craignant chaque mot, pensant que cet enfer était le destin. Je suis Louisa qui a élevé, qui a redécouvert ses ailes et a compris que l'amour, être l'amour, ne fait pas de mal, ne suffose pas, ne fait pas peur. L'amour que je parle maintenant est l'amour de soi, l'amour de ceux qui se retrouvent capables de vivre seuls et heureux, l'amour de mes enfants, qui respirent maintenant soulagés, grandissent sans crainte du bruit des marches derrière la porte, et peut-être qu'un jour aiment pour quelqu'un qui me respecte vraiment et m'admire. Mais si ce jour vient, je viendrai beaucoup plus fort, conscient que je suis tout d'abord ma propre héroïne. Si vous êtes arrivé ici, merci d'avoir écouté mon rapport. J'espère qu'il peut égayer les coins sombres de votre existence ou quelqu'un que vous connaissez. Si vous le pouvez, abonnez-vous à la chaîne et laissez votre type. Cela m'aide à continuer à répandre ces réflexions. Et si vous vivez quelque chose comme « croyez-le »,
Il y a de la sortie. Même si pour le moment cela semble impossible, recherchez de l'aide. Dites à quelqu'un. Déclenchez la loi si vous en avez besoin. Ne laissez pas la peur vous empêcher de sauver votre avenir. J'ai réalisé. Et vous pouvez le faire aussi. Jusqu'à la prochaine fois.